Eh bien oui, j'aime énormément ce qu'on nous montre dans la série X-Men 97, sachant que, au départ, je n'en attendais absolument rien, si ce n'est un programme sympa qui pourra nous faire patienter jusqu'à d'autres programmes qu'on attend d'autant plus, comme Deadpool et Wolverine, mais le fait est que c'est plus qu'une simple petite parenthèse mignonne, c'est une parenthèse enchantée, parce que pour l'instant, les 3 premiers épisodes, c'est vraiment, vraiment bien. En tout cas, j'aime bien le développement qui est accordé à chacun des personnages, et même le questionnement chez certains X-Men sur qui suis-je, quel est mon but. J'aime énormément ce que je vois, que ce soit par rapport à Jean Grey ou encore à Tornade, par rapport aux épisodes précédents. Mais, évidemment, on va en parler avec des spoilers de cet épisode 3. Donc si tu ne l'as pas vu, fuis, pauvre fou. Dans le cas où tu veux rester mais que tu ne l'as pas vu, à tes risques et périls. Et si tu l'as vu, t'es mon frérot. En tout cas, on va parler de cet épisode qui, évidemment, est la suite directe à l'épisode 2 qui finissait par une sorte de cliffhanger où on comprenait qu'il y avait donc un double, si j'ose dire, de Jean Grey. Pendant une semaine, on a pu se poser la question de mais qui est la vraie et qui est la fausse, dans le sens où quelle est son identité si elle n'est pas la vraie. Et on a compris, et donc toutes les théories qu'on a pu relayer sur la chaîne concernant ce sujet-là, je n'étais pas le seul à l'évoquer bien évidemment, mais eh bien cela s'est avéré, si je ne dis pas de bêtises, et en gros, on a compris que la Jean Grey qui a toqué à la porte était la vraie Jean Grey qui a donc été enlevée par Mister Sinister, et la fausse ne savait pas qu'elle était la fausse, et c'est là où le questionnement de qui suis-je, quels sont mes réels souvenirs, qu'est-ce que j'ai vraiment vécu, eh bien, c'est là où tout ce questionnement rentre en compte et est extrêmement intéressant, notamment par rapport à la fin avec le dialogue de « en fait, je ne sais même pas ce que moi j'ai vécu, je ne sais même pas ce que tu as vécu », et le côté de se détacher un petit peu de cet aspect de Jean Grey, puisqu'aujourd'hui, elle ne se considère plus comme Jean Grey, mais comme Madelyne Pryor, c'est intéressant. Moi, c'est un pan que j'ai vraiment bien aimé. Je ne pense pas qu'ils iraient jusque-là du côté des films en live action, parce que peut-être que ça perdrait trop le spectateur et qu'en animation, c'est peut-être le meilleur format, si j'ose dire. Mais en tout cas, oui, nous avons donc les deux qui se détachent, et ça, c'est un procédé qui est assez intéressant, même si là, je parle directement de la fin. Il y a tout un cheminement, toute une continuité qui va faire en soi que ce détachement s'opère. Donc oui, elle ne le savait pas, et donc Jean Grey, on se pose la question de mais qui est la vraie. Évidemment, c'est assez vite ramené par rapport donc au fauve, qui confirme que celle qui vient d'arriver est la vraie, et celle qui était là depuis le début et qui a eu un enfant, donc c'était Madelyne Pryor, en tout cas même si elle n'avait pas ce nom-là, c'était Jean Grey, qui était donc, enfin une fausse Jean Grey, qui était donc envoyée par un certain Mister Sinister. Un personnage qu'on avait légèrement plutôt évoqué sur la chaîne, qui a priori serait même attendu du côté des live action, donc on verra si ce sera véritablement le cas. Et ce personnage-là, il a l'air assez puissant. On comprend que c'est un personnage qui date du 19e siècle, on sait que donc Morph a eu affaire à lui. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi par rapport à son aspect, c'est qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il a fait ça, parce qu'en fait, il vole les pouvoirs des autres pour devenir encore plus puissant et devenir, entre guillemets, un peu immortel, même s'il l'est, entre gros guillemets, déjà. Et ça aussi, du coup, j'ai bien aimé par rapport à ce personnage-là, et notamment par rapport à la connexion qu'il y a entre la fausse Jean Grey et donc Mister Sinister, puisqu'il va y avoir un dialogue via interphone baby, là, je sais pas comment on appelle ça, un babyphone interposé, dans le sens où il va rentrer en contact avec elle en lui disant que il est son créateur et elle est sa création. Ça pose encore une fois une réelle question sur qui suis-je et l'existence. Et bon, à moindre échelle peut-être parce que c'est de l'animation, parce que peut-être que c'est un programme Marvel, donc voilà, il ne faut pas forcément trop se poser de questions, mais moi c'est un programme que j'aime énormément, notamment par rapport à ça. Les X-Men, ça a toujours été en lien avec les sujets sociétaux, et ça pour le coup j'aime énormément, cet aspect d'identité. Après, évidemment, on va véritablement découvrir des pouvoirs très très sombres de cette fausse Jean Grey, notamment le fait de créer donc des illusions avec Magneto. Alors, ça c'est vraiment bizarre comme scène, avec Magneto et Malicia qui se câlinent alors que du coup Gambit rentre dans la chambre. Ça va jouer sur les phobies, les peurs de chacun, et c'est là aussi où on peut rentrer, encore une fois, dans l'intériorité de chaque personnage pour essayer de comprendre
un peu sans pour autant totalement les évoquer, ou en tout cas glisser un teasing sur un perso pour l'évoquer plus tard. Mais par exemple, là, on a encore ce traumatisme de Malicia et Magneto, sachant qu'en plus de ça, on comprend qu'ils vont pas mal s'entraîner ensemble, ce qui est vraiment bizarre, pour le coup, alors que elle est avec Gambit, même si lui, pour l'instant, peut-être se met des œillères, ou en tout cas ne veut pas forcément faire attention à ce genre de choses, on sent quand même que ça le touche, même s'il essaye de passer tout ça par l'humour. Alors je ne sais pas si dans les comics, c'est quelque chose qui est, on va dire, comics accurate, mais en tout cas, moi, c'est un pan qui est intéressant, et du coup, bon, hein, un peu compliqué tout ça, un petit peu compliqué. Et donc, comme je viens de vous le dire, on va rentrer dans l'intériorité de certains persos qu'on n'évoquait pas plus que ça depuis le début de la série. Alors, Solar, oui, au tout début, notamment dans l'épisode 1, mais là, on réévoque le côté de sa mère qui va le juger. Alors, peut-être que là, ce pan-là, on va d'autant plus l'évoquer par la suite, mais en tout cas, moi, c'est une manière de faire que j'aime bien. Le côté de, on a beaucoup de persos, on a 30 minutes par épisode, on peut pas tous vous les présenter, donc on va se permettre donc d'utiliser un procédé pour rappeler les peurs de chacun, pour mieux comprendre les personnages. Et c'est notamment un concept pour rester dans du Marvel qui avait déjà été utilisé du côté d'Avengers, l'ère d'Ultron, avec Captain America et Peggy, notamment quand la Scarlet Witch, enfin en tout cas Wanda à l'époque avait donc implanté des phobies, des peurs en chacun d'eux, même Black Widow, même Iron Man au tout début du film, il y a eu Thor aussi, qui justement, ce sont des scènes qui vont amener à amorcer, que ce soit Avengers Endgame, que ce soit Thor Ragnarok, que ce soit le film Black Widow, ce sont des petites choses qui nous permettent de véritablement mieux comprendre les personnages. Et là, pour le coup, pour Solar, ça a marché, pour Gambit aussi. Alors, je ne sais plus exactement s'il y en avait d'autres, mais oui, supposément, bon, pour le fauve, il était juste tombé sur une sorte de gros crapaud. Je pense pas que dans son intériorité, il se dise « Oh putain, Jefferson, mon crapaud du lycée, tu me mens, frérot. » Je pense pas que ce soit passé comme ça. Après, moi, il y a un gros point fort de cet épisode-là, qu'on est un personnage, encore une fois, un petit peu mis de côté pour l'instant. Moi, c'est Bishop qui... et je trouve aussi que l'épisode est bien rythmé et bien écrit par rapport à ce personnage-là. Parce qu'au début, on te fait comprendre que, en fait, j'ai besoin de recharger parce que il faut que je retourne dans le futur. Parce que oui, Bishop c'est un voyageur du futur, et en plus c'est une sorte de catalyseur, dans le sens où il va se charger avec la puissance des autres pour rediriger donc cette puissance qu'il a en lui, et ça c'est assez stylé, hein, puisque c'est une scène qu'on a justement ici. Donc dans un premier temps on te montre sa mission, dans un second temps avec les visions, on va comprendre il a entre guillemets abandonné tout son passé, enfin tout son futur plutôt, et puisqu'il reste là actuellement. Donc on va supposer que oui, il va bien y avoir à un moment donné un lien avec le futur qui s'effectue, je crois, bien tout à la fin, quand le bébé va donc être ramené. Ça aussi, c'est un point extrêmement intéressant, parce que c'est un personnage qui est très secondaire. Par ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, même si je pense que vous le savez, en live action, c'est Omar Sy qui le joue, notamment dans Days of Future Past. Mais du coup, là, on va avoir donc Nathan et donc le petit Bishop, et moi, c'est une intrigue que j'aime bien, parce que encore une fois, je trouve que c'est bien écrit. On n'a pas besoin d'avoir une scène de 2 minutes sur chaque perso, juste une phrase pour recontextualiser un peu, sachant qu'on sait que ce n'est pas forcément ce personnage-là qu'on va véritablement évoquer dans l'épisode. Ce n'est pas très grave, au contraire, je trouve que c'est beaucoup mieux, ça permet de véritablement développer tout ce qui est en lien avec tous les différents X-Men. Et notamment, alors là, c'est pas forcément en lien avec les petites visions, mais avec cette relation amoureuse que j'ai trouvé triste. Évidemment plus triste pour Jean Grey, puisqu'elle ne se souvient absolument de rien. Mais c'est vrai que, tu te dis, ah ouais, Wolverine, en fait, tu vois la photo qu'il y avait, l'épisode dernier, où tu vois les deux qui se font un bisou parce qu'ils ont un enfant, et tu vois Wolverine qui est derrière, genre les regarder, genre, super, ça aurait pu être moi. Pas l'enfant, hein, mais Cyclope. Là, tu vois que, clairement, que Wolverine, il est amoureux de Jean Grey. Comment ça va évoluer par la suite, je n'en sais rien. Est-ce qu'il va y avoir un combat entre peut-être Jean Grey, Wolverine et Cyclope? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce petit triangle amoureux, je trouve aussi qu'il est bien représenté. Léger, parce que je pense que ce qui catégorisera Wolverine durant toute cette saison, ce n'est pas forcément sa fausse relation avec Jean Grey, mais je pense que ce sera surtout peut-être son passé qui viendra le rattraper, et peut-être son côté bestial qui sera d'autant plus montré par rapport au film en live action,
Donc en tout cas, pour l'instant, le pan de Wolverine, c'est aussi un pan que j'aime beaucoup. Sans parler, enfin sans trop parler de Magneto. Magneto, son combat avec donc Madeline Pryor, il est très intéressant, je le trouve visuellement assez beau. Je trouve qu'il y a vraiment une recherche et ça fonctionne très bien, je trouve que ça rend très très bien. Moi, je n'ai rien à dire. Magneto, c'est un GOAT dans l'épisode. Alors, bien sûr, il est un peu plus en retrait dans celui-ci, tout comme Malicia, tout comme un peu Gambit ou Wolverine. Ce sont des persos qu'on voit pas trop non plus, mais qui ont leur petite scène à eux dans cet épisode-là. Et encore une fois, ça fonctionne très bien. Et aussi, donc, Mister Sinister finit par être défait. Est-ce qu'on va le revoir? Il est possible qu'on puisse le revoir, mais j'avais envie de revenir sur ce personnage-là, vite fait, qui s'appelle donc Forge, qui est un personnage qui, lui, est en lien avec l'occulte, le mystique. Alors, pas mystique, mais le mystique, donc tout ce qui peut être en lien peut-être avec le surnaturel, les esprits. Et là, il va donc revoir, en tout cas, rencontrer le personnage de Tornade et lui dire, bah en fait, tu sais que je suis un ami de Charles. Bon, il est mort, mais je suis un de ses amis, enfin j'étais un de ses amis, et je peux t'aider à retrouver tes pouvoirs. Et là, du coup, ça va peut-être être un combat intérieur du côté de Tornade, donc une quête, on va dire, annexe à l'histoire des X-Men dans leur globalité, pour que Tornade, d'ici la fin de la saison, ou peut-être même avant, puisse récupérer ses pouvoirs. Moi j'aimerais bien, sachant que Forge, je ne crois pas qu'on l'ait déjà vu du côté des films en live action, sachant que si je ne dis pas de bêtises, ses facultés, donc ses pouvoirs, en gros c'est de... en gros il est très intelligent. Il arrive à concevoir des plans, à voir des choses dans sa tête pour vraiment voir la meilleure option possible pour arriver à ses fins. Et aussi donc cet aspect un peu en lien avec l'occulte. Moi je trouve que ça peut être un pan très intéressant, notamment par rapport au fait de retrouver ses pouvoirs pour le personnage de Tornade. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du coup en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et commenter, je crois que je ne l'ai pas dit ça. Vous pouvez commenter si vous en avez envie. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On va faire une version peut-être un petit peu plus courte. On va parler du personnage de la fin, donc de Forge, en short. Il est possible qu'à un moment donné, on se fasse même un petit live. Ce serait plutôt intéressant de pouvoir en parler. Je ne sais pas quand, mais on verra ça. Mais un pur plaisir.